Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO ont été au cœur de l'atelier national d'évaluation des revues annuelles édition 2020. Pour leur mise en œuvre, les précisions sont à suivre dans un instant. Les mesures restrictives pour lutter contre la Covid-19 connaissent des résistances en Afrique, en Europe, principal épicentre de l'épidémie dans le monde. La barre des 50 millions de personnes infectées a été franchie ce dimanche. Et puis aux États-Unis, avant que les grands électeurs ne confirment Joe Biden au bureau ovale le 14 décembre, la diplomatie mondiale commence déjà à tendre la main au nouveau président. Merci pour l'attention. Lancement ce jour de l'atelier national d'évaluation des revues annuelles édition 2020 de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. Objectif, renforcer l'intégration régionale et booster les performances du Bénin en Afrique de l'Ouest. Ayat Foué, Jean-Baptiste Boko pour le compte rendu. 6e édition de la revue annuelle de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO a pour objectif l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Pour le coordonnateur de la cellule de l'intégration régionale, il est important de travailler à la spécificité de cette année. L'ambition de cette année permettra bien sûr à notre pays de juger cette performance afin de faire face à cette nouvelle dynamique et de maintenir le Bénin au premier rang en matière de taux de réalisation des performances au niveau de l'UEMOA. C'est pourquoi, à travers cet atelier, nous allons faire d'une part le point de l'avancement, de la transposition et de la mise en œuvre des directives, protocoles, règlements, décisions de l'UEMOA et de la CEDEAO, pour lesquels votre département ministériel est impliqué, et d'autre part, de vérifier le niveau de taux d'exécution physique et financière des programmes et projets de l'UEMOA et de la CEDEAO en cours au Bénin. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances représentant le ministre, ce rendez-vous est l'occasion de préparation à l'amélioration du score du Bénin dans les mois à venir. L'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, loin d'être une rencontre de plus, permettra aux acteurs que vous êtes de faire le point de mise en œuvre des actes communautaires dans vos différents secteurs et vous préparer à améliorer le score du Bénin à la prochaine revue. Malgré le contexte Covid, l'atelier vise donc à contribuer à l'harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires et à cultiver la proactivité susceptible de promouvoir et de révéler la participation effective de notre pays au processus d'intégration régionale afin de bénéficier des avantages de notre appartenance aux institutions communautaires que sont l'UEMOA et la CEDEAO. Quant à Bachassi Yaovi, représentant résident de l'UEMOA après le Bénin, cette auto-évaluation est l'étape préparatoire avant la revue technique des 7 et 11 décembre prochains. En image, l'unité d'action des filles et fils de Cotonou a tenu ce week-end une rencontre, une initiative dont l'objectif est de soutenir le président Patrice Athanase Guillaume Talon dans le cadre des élections présidentielles de 2021. Ministres, députés, élus locaux et cadres à divers niveaux étaient présents à ce rendez-vous. Des représentants de l'Association béninoise de lutte contre l'obésité et le diabète étaient au club Presse Café Média Plus pour sensibiliser la population sur la gravité du diabète. Les échanges ont porté sur le thème « Le diabète et nous ». Quels sont les enjeux? Voici les réponses des spécialistes au micro de Samson Oké. Nous la définissons comme étant une hyperglycémie chronique et silencieuse. Hyperglycémie, c'est juste une élévation du taux de sucre dans le sang, ce qui est encore connu sous le nom de glucose. C'est une élévation du taux de sucre dans le sang. Chronique, pourquoi? Parce qu'au moment où l'on révèle la maladie, où l'on
découvrent cette maladie, l'on constate qu'il y a déjà plus de la moitié du pancréas qui est déjà détruite. Et cette moitié qui est détruite n'a malheureusement pas la possibilité d'être régénérée. Donc, le problème, il est là. On ne peut pas retourner en arrière et le traiter. Malheureusement, l'autre moitié qui est intacte ne peut pas assurer de manière efficace le travail. Si une personne est diabétique, à vue d'œil ou à l'œil du maquillon, on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de signe comme si vous étiez anémié, vos conjonctives sont pâles, la paume des mains est pâle et puis on dit que bon, cette personne a un problème de sang. Ce n'est pas comme ça pour le diabète. Donc c'est une maladie qui est caractérisée par une élévation permanente du taux de sucre dans le sang si rien n'est fait et qui n'a pas de signe spécifique qui nous permet de dire qu'elle est là. On va parler de deux catégories de complications. Les complications qui vont toucher les tout petits vaisseaux, les complications microvasculaires et les complications qui vont toucher les gros vaisseaux. Quand on parle de petits vaisseaux, c'est les yeux, c'est le rein et c'est les nerfs. Donc quand nous avons du sucre en excès, ça se caramélise et ça se dépose au niveau des petits vaisseaux, en l'occurrence les vaisseaux du rein, ça bouche le fonctionnement, ça empêche le fonctionnement normal du rein, ça va entraîner une insuffisance rénale et le diabète est la première cause d'entrée en dialyse. Il y a différents types de diabète. Il y a surtout le diabète le plus fréquent actuellement, c'est le diabète de type 2 qui évolue en plusieurs phases. Et l'une des premières phases, le taux de sucre dans le sang n'est pas assez élevé, donc vous n'allez pas présenter de signes. Mais à ce stade-là, vous pouvez déjà développer les complications du diabète. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement en consultation. On a beaucoup de patients qui vont venir nous voir, qui sont déjà à ce stade de complications. Les nombreuses complications du diabète, la complication la plus redoutable reste l'amputation. Si aujourd'hui vous vous imaginez un patient diabétique qu'on ampute, il devient un cas social et actuellement il devient économiquement non rentable. Donc, si on ne s'y prend pas tôt pour pouvoir canaliser cette véritable pandémie, on impacte ainsi de façon négative sur notre économie. Actualité en dehors du Bénin, les avocats de Donald Trump lancent dès ce jour une procédure juridique pour contester l'annonce de la victoire de Joe Biden. Quelle suite ce recours pourrait-il avoir? Suivez ici l'analyse de Christopher Mesmont, avocat franco-américain au barreau de New York et de Paris. Où les résultats sont très serrés, par exemple le Wisconsin, ils ont un droit juridique de demander un recomptage. Donc c'est encore dans le Wisconsin. Et dans d'autres États où les résultats se situent à moins de 1% d'écart, il peut aussi demander le recomptage. Après, il y a une autre ligne d'attaque qui est plus compliquée, qui consiste à dire que les cadres du Parti républicain qui sont là pour contrôler la régularité du dépouillement n'ont pas eu accès suffisamment proche des gens qui comptent les bulletins. Alors, ça, c'est plus compliqué parce qu'en cette période de pandémie, les gens sont obligés de maintenir une certaine distance. Et il y a une troisième ligne d'attaque qui consiste à dire que les bulletins qui sont arrivés après le 3 novembre ne devraient pas être comptés. Le problème avec cette troisième ligne d'attaque, c'est que la loi de plusieurs États a été modifiée justement pour autoriser ce décomptage après le 3 novembre. Et avant que les grands électeurs ne confirment Joe Biden au bureau ovale le 14 décembre, la diplomatie mondiale commence déjà à tendre la main au nouveau président. Illustration ces dernières heures avec les appels au dialogue lancés par Israéliens et Palestiniens. Israël perd un important allié en la personne de Donald Trump. La Palestine s'autorise un faible espoir en celle de Joe Biden. Le milliardaire a fortement laissé sa marque dans la région. Reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, soutien à la colonisation en Cisjordanie occupée, bénédiction à l'annexion du Golan et parrainage de la normalisation des relations entre l'État hébreu et plusieurs pays arabes. Benjamin Netanyahou a perdu son plus grand allié, qu'il avait qualifié de meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Le Premier ministre israélien a remercié Donald Trump pour avoir porté la relation bilatérale à, je cite, des sommets inégalés, mais semble prêt à travailler avec son possible successeur.
Je tiens à féliciter Joe Biden et Kamala Harris. J'ai une relation personnelle, chaleureuse et longue avec Joe Biden depuis près de 40 ans. Je le connais en tant que grand ami de l'État d'Israël. Je suis sûr que nous continuerons de travailler tous les deux pour continuer et renforcer l'alliance spéciale entre Israël et les États-Unis. Selon de récents sondages, 63% des Israéliens préfèrent Donald Trump à Joe Biden. Certains élus israéliens craignent des positions hostiles au sein du Parti démocrate et une politique adoucie envers la République islamique d'Iran, ennemi juré de l'État hébreu. En Cisjordanie occupée, le président palestinien Mahmoud Abbas a dit de son côté avoir hâte de travailler avec l'équipe Biden pour améliorer les relations avec Washington et garantir justice et dignité pour les Palestiniens. À Gaza, le porte-parole du Hamas a lui exhorté l'ex-vice-président de Barack Obama à corriger la politique américaine dans la région. Tant que le peuple palestinien souffrira de la politique américaine favorable à l'occupation sioniste, qui fournit une couverture à l'occupation pour commettre des crimes contre les Palestiniens, le président élu Joe Biden sera appelé à rectifier cette politique injuste. Dans les territoires palestiniens, les habitants oscillent quant à eux entre espoir et scepticisme. Les présidents sortants et élus sont la même chose. Quel président américain a déjà œuvré en faveur des Arabes en général, pas seulement pour la Palestine? Nous, les Palestiniens, ne comptons pas sur l'Amérique, comme nous ne comptons pas sur un nouveau ou un ex-président. Je suis un de ceux qui disent que Biden est meilleur que Trump, qui est un traître auquel on ne peut pas faire confiance. Le nouveau duo Biden-Harris, qui pourrait accéder à la Maison-Blanche, devrait porter une politique moins défavorable aux Palestiniens. Nous sommes attachés à une solution à deux États et nous nous opposerons à toute mesure unilatérale allant à l'encontre de cet objectif. Nous nous opposerons également à l'annexion et à l'expansion des colonies. Nous prendrons des mesures immédiates pour rétablir l'aide économique et humanitaire pour le peuple palestinien, résoudre la crise humanitaire en cours à Gaza, rouvrir le consulat américain à Jérusalem-Est et travailler à la réouverture de la mission de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington. Dans le même temps, Joe Biden a exprimé son soutien aux récents accords de normalisation qu'Israël a conclus avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan et dit vouloir poursuivre ce travail dans la région. Entre soutien à Israël et défense du peuple palestinien, l'équation diplomatique s'annonce difficile à résoudre pour Joe Biden et son futur secrétaire d'État. Dans le monde, la barre des 50 millions de personnes infectées de Covid-19 a été franchie ce dimanche. En Europe, principal épicentre de l'épidémie, les mesures de restriction ont du mal à passer auprès des populations. Le point, c'est avec nos confrères de RT France. La tendance se confirme jour après jour. Avec un total de plus de 12 millions d'infections au Covid-19, l'Europe est la région du monde où le virus circule le plus rapidement. Devant la flambée des chiffres, chaque pays a décidé de prendre de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie. C'est le cas notamment de l'Espagne, où un équivalent de l'état d'urgence, l'état d'alerte et un couvre-feu sont en vigueur sur tout le territoire. Bien qu'il s'agisse de mesures moins strictes qu'au printemps dernier, lorsque le pays avait été confiné, ce tour de vis est loin de faire l'unanimité. Exemple avec cette manifestation samedi à Madrid, des centaines de personnes se sont retrouvées pour dénoncer ces mesures. Dans ces moments que nous vivons actuellement, des mesures sont prises. Beaucoup d'entre elles ont une légalité douteuse. Nous sommes en état d'urgence déguisé parce que nous avons été mis en état d'alerte par une privation des droits et libertés fondamentaux qui ne peut être appliquée qu'en cas d'état d'urgence ou de siège. Nous sommes donc ici pour dénoncer cela et défendre la légalité et la liberté d'expression, la liberté de pouvoir se déplacer où vous voulez. Ils viennent de décréter un état d'exception déguisé et illégal avec un couvre-feu, la censure des réseaux sociaux et l'étouffement de la principale source de richesse et de travail de notre pays, l'hospitalité et le tourisme. Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 49 000 décès, c'est cette fois du côté de Liverpool que les manifestants ont samedi fait part de leur mécontentement. À nouveau confinée, une partie de la population a défilé dans les rues, parfois de manière plus virulente, obligeant à plusieurs reprises la police à faire usage de la force.
Même mesure de reconfinement d'1 mois chez le voisin allemand et même scène de heurts et d'arrestations à Leipzig où environ 20 000 personnes se sont réunies pour réclamer la levée immédiate des restrictions aux droits fondamentaux. Les affrontements avec les forces de l'ordre s'y sont prolongés jusque dans la soirée. Au lendemain de ces mouvements de protestation, Angela Merkel s'est exprimée au sujet du vaccin. Au cours de son allocution, la chancelière allemande a sans doute voulu apaiser les tensions. Nous espérons que les premiers vaccins seront approuvés très prochainement. Ensuite, bien sûr, il n'y aura pas encore assez de vaccins disponibles. Surtout, je tiens à le souligner encore une fois, personne ne sera obligé de se faire vacciner. Mais c'est une décision volontaire. Notre objectif prioritaire est de faire en sorte que la population soit immunisée dans son ensemble. Nous savons par d'autres épidémies qu'avec environ 60 à 70% de la population immunisée, soit en ayant traversé la maladie eux-mêmes, soit par la vaccination, le virus est plus ou moins vaincu. Ensuite, nous pouvons également lever toutes les restrictions. Jusque-là, nous devons encore vivre avec certaines restrictions que le virus nous impose. À l'image de l'Allemagne qui a samedi enregistré un nouveau record en 24 heures avec 23 399 infections au coronavirus, l'Europe est frappée de plein fouet par la deuxième vague. Avec 280 000 cas recensés quotidiennement et un bilan de plus de 300 000 décès au total, le vieux continent doit essayer de trouver le juste équilibre pour freiner l'épidémie et contrarier au minimum sa population et bien sûr tâcher de limiter la casse sur le plan économique. Toujours pas de résultats en Birmanie au lendemain des élections législatives controversées, des élections qui pourraient conforter le parti au pouvoir de Aung San Suu Kyi. Le prix Nobel est fortement critiqué à l'international pour sa gestion de la crise des musulmans de Rohingya. En dépit de la crise de Covid-19, 37 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes en Birmanie pour le deuxième scrutin démocratique depuis la dissolution de la junte militaire en 2011. Des élections législatives qui devraient consacrer la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Je veux que la Ligue nationale pour la démocratie gagne parce qu'il travaille pour le peuple et plus particulièrement pour les agriculteurs. Il a une bonne réputation à l'international. J'aime ce que le parti est en train de faire. Je veux que le parti au pouvoir continue. Je pense qu'ils sont capables de faire changer les choses. Ex-prisonnière politique, Aung San Suu Kyi dirige de facto le pays en tant que conseillère spéciale de l'État depuis la victoire de son parti aux législatives de 2015. De son côté, l'armée conserve le contrôle de 3 ministères régaliens et le contrôle de 25% des sièges au Parlement. L'institution militaire dispose également du soutien de certains partis politiques et tient la promesse de ne pas interférer dans le processus électoral. Nous devrons accepter les résultats de la volonté du peuple. Nous ne pouvons pas le nier, nous devrons les accepter. Icône de la paix, la réputation de la Dame de Rangoon s'est pourtant fortement dégradée auprès de la communauté internationale après sa gestion de la crise des Rohingyas. Les membres de cette ethnie minoritaire de confession musulmane se voient depuis toujours refuser l'accès à la nationalité et sont régulièrement persécutés par les autorités birmanes. Preuve de cette ségrégation, près de 2 millions d'électeurs, majoritairement issus d'ethnies minoritaires, se sont vus privés de droit de vote en raison des grandes tensions que connaissent certaines régions du pays. Une situation qui a provoqué la colère de certaines ONG. Une immense ombre plane sur la crédibilité de l'élection. Elle concerne l'interdiction permanente de voter pour le peuple Rohingya et le silence étonnant de la communauté internationale sur cette question. Il s'agit d'une élection de l'apartheid, la plupart des Rohingyas étant interdits de vote. Si la victoire d'Aung San Suu Kyi ne fait que peu de doute, la dirigeante de 75 ans devra améliorer un bilan bien maigre en matière de réduction de la pauvreté, de santé ou encore d'amélioration des droits des minorités, sous peine de perdre l'immense soutien dont elle bénéficie encore dans le pays.
fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.